Hello à toutes et tous, bienvenue sur Smart Freelancing Podcast. Bienvenue Laura. Ben, merci Brice de me recevoir chez toi. Avec plaisir, Laura Besson qui était déjà passée il y a quelques années sur Slow Freelancing, le podcast, ancien nom de ce super podcast qui dure, qui dure, et avec qui on fait pas mal de choses. Vous nous avez peut-être vu passer dans un live ici ou là sur les réseaux ces derniers temps. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui vont changer d'habitude et ça va faire du bien. On va commencer par évidemment faire les présentations pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Qui êtes-vous, madame? Qui je suis? Je suis Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte, je suis la cofondatrice de l'ITTI, peut-être qu'il y en a qui nous connaissent par là, du coup, de l'Institut des travailleuses et travailleurs indépendants. Fondatrice de Bien dans ta boîte pour mettre une étiquette, on va dire, formatrice, autrice, créatrice de contenu. Et donc, je forme des indépendants au sens large, plus particulièrement surtout des pros de l'accompagnement, aux thématiques de posture, à la lecture systémique, à la question du travail indépendant. Donc ça fait trois grands piliers, on va dire cadre et posture d'accompagnement, la lecture systémique et les conditions réelles du travail d'accompagnement. Et du travail indépendant. Ça y est, je suis fatiguée. Déjà, c'est que le Ça y début du podcast, enfin, Laura. est, ça y est, ça commence. Bon, c'est la fin de journée, voilà, Voilà. on s'excuse par avance. Ok, très clair, très clair. Donc on est un peu concurrents, mais pas tant que ça. Au final, on est hyper complémentaires. Et puis de toute façon, ici, on est de gauche, on invite la concu, on est une communauté en fait. On est là, on se partage. Voilà. Ça, y a pas- Solidaire. Bon, merci en tout cas d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un peu la trame globale, la question de fond, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de free, d'indépendants, d'entrepreneurs, en tout cas bah, des personnes qui travaillent à leur compte, qui restent bloqués, qui n'arrivent pas à développer leur activité, qui stagnent malgré leur travail, leurs efforts, et qui ont l'impression que c'est de leur faute, surtout. À ton avis, voilà, comment est-ce qu'on explique ça? J'ai ma petite idée aussi sur la question, et je sais à peu près ce que tu vas répondre, mais voilà, je veux savoir comment toi tu répondrais à cette question. C'est un manque de mindset d'abondance. Bah voilà, c'est exactement Voilà. ça. Vous n'avez Tu pas assez t'attendais à ça, manifesté. hein. Exactement, ouais, c'est le mindset. Oui, ah bah, il y avait deux parties dans la question. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup on va dire, indépendants, indépendantes au sens large, hein, qui galèrent? Bah, parce qu'il y a plein de conditions matérielles différentes qui font qu'on n'a pas tous le même capital économique, on n'a pas tous le même capital culturel, on n'a pas tous le même capital social pour démarrer, on va dire. Et puis une fois qu'on est sur le terrain, on va dire ça comme ça, on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes opportunités, et donc bah forcément, selon les différents capitaux que vous avez, vous n'allez pas vous retrouver avec les mêmes outils. Et puis bien sûr, il y a toute la question de l'idéologie dominante dans ce milieu-là, bon, qui est pas que dans ce milieu-là, mais puisque là on va parler de ça, qui est effectivement une idéologie, notamment de la méritocratie, du choix, etc., qui sont des logiques ultra individualisantes, à minima, et donc qui fait que effectivement bah, tu peux te retrouver face à ces contenus et à dire, bah, en fait, c'est moi qui sais pas faire, c'est moi qui en fais pas assez, c'est moi qui travaille pas assez, c'est moi qui ai pas le bon mindset, c'est moi qui je sais pas quoi. Et donc oui, c'est des idéologies qui vont, entre autres, créer de la culpabilité, ouais. Ouais, et du coup, ça casse beaucoup de personnes, de business, de santé mentale, ça casse beaucoup d'individus, hein, parce que c'est ça au final qui compte. Euh, Pourquoi, à ton avis, justement, dans ce domaine-là, justement, en particulier, parce que je sais pas si je dis n'importe quoi, mais si un artisan, si un fonctionnaire, si un, je sais pas, un vendeur de légumes, si ça marche pas trop pour lui, peut-être qu'il va plus se dire, ah, bon, oh, c'est pas forcément, voilà, c'est un truc global et tout. Les freelances, j'ai l'impression, vu qu'on est indépendant, enfin, vu que les indépendants en général sont indépendants par définition, en tout cas, ils pensent l'être, on pense l'être, on a l'impression, bah, en fait, si j'échoue, c'est forcément de ma faute. Est-ce qu'on peut parler peut-être ici de néolibéralisme, justement, de ce truc de surresponsabilisation et de faire croire, en fait, parce qu'au final, ça arrange bien beaucoup de monde, de faire croire aux gens qui sont responsables de leurs échecs surtout, et de leur réussite aussi, même si c'est un autre sujet. Euh, voilà, est-ce qu'on peut mettre des mots un peu politiques, sociétaux, philosophiques peut-être même là-dessus? Oui, alors en tout cas, il y a dans l'idéologie néolibérale, vous allez retrouver ces ferments idéologiques-là, la méritocratie, le choix absolu, tu vois, quand tu veux, tu peux, on a toujours le choix, ça dépend de toi, blablabla. Bon, à ce titre, l'idéologie néolibérale, en tout cas, nous, on vit en France et donc on fait partie des pays qui sont néolibéraux, c'est-à-dire qui ont des gouvernements néolibéraux, qui font partie d'alliances néolibérales, qui ont des institutions néolibérales même au-delà des institutions françaises, hein, je pense au FMI, par exemple, au Fonds monétaire international, qui est clairement dans une ligne néolibérale, des médias aussi là-dedans. Donc, à ce titre,
c'est une idéologie dominante qui du coup va s'appliquer aussi. Tu as cité l'exemple d'artisans. Bon, les artisans souvent ils sont indépendants, donc du coup Oui. ils rentrent dans la même catégorie, hein, si on prend vraiment ceux qui travaillent à leur compte, comme on dit. Mais bon, je veux dire, même fonctionnaire, de toute façon, cette idéologie, tu baignes dedans toute la journée. Après, sur les indépendants en particulier, et puis notamment nous dans les milieux entrepreneuriaux, info, entrepreneurial, business coach, coach mentor, je sais pas quoi, mentor business, truc, tout ça là, bah, tu es là, évidemment, dans le ferment de l'idéologie néolibérale, parce que c'est souvent des positions sociales bourgeoises ou petites bourgeois. Et donc nécessairement, tu vas retrouver ce type-là d'idéologie. Après, pour parler du néolibéralisme à proprement parler, alors le néolibéralisme, c'est un courant politique qui rentre dans la grande catégorie du courant libéral, puisque bon bah comme son nom l'indique, c'est le nouveau libéralisme, néolibéralisme. Au niveau de à la Seconde Guerre mondiale, à peu près, c'est à partir de là qu'on va voir les premiers grands noms de ce courant du néolibéralisme apparaître. Voilà. Après, le néolibéralisme, je vais essayer de pas être désagréable avec eux, mais c'est difficile de connaître la finalité de leur projet, parce que souvent, c'est un peu ce que dit Johan Chapoutot, j'aime beaucoup la manière dont il formule sur le néolibéralisme. Il dit le néolibéralisme, c'est les moyens sans les fins. C'est vraiment avoir énormément de moyens. À quelle fin idéologique? C'est pas toujours très très clair. Après, concrètement, ce que ça va présenter, c'est effectivement des idéologies méritocratiques, c'est donc des idéologies individualistes, individualisantes, c'est l'individu suprême. Bon, ça c'est le reste du libéralisme, hein, de toute façon, l'individu est suprême, l'individu est supérieur, l'individu est libre, et donc il fait des choix en fonction de la loi du marché, en fonction de ses ressources, trucs, machin. Sur l'idéologie du choix absolu. Après, il y a un marqueur très très flagrant du néolibéralisme, et c'est le côté technocratique de la politique, c'est-à-dire le fait d'être pragmatique. Voilà, ça c'est quelque chose que vous entendez beaucoup, notamment là, dans la période où on vote le budget. Et à chaque vote de budget, en haut, vous allez entendre la même chose. Ah non, non, mais le budget, c'est pas un choix politique. C'est une question, faut être Évidemment. pragmatique, c'est une Ouais. question technique, c'est une question d'expertise, on met en place des gouvernements techniques, vous voyez, voilà. Tout ça, c'est très 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 typique de l'idéologie néolibérale. Et puis le dernier truc peut-être que je peux dire, c'est l'acronyme TINA pour There is no alternative de Margaret Thatcher. C'est-à-dire il n'y a pas Hmm. d'alternative, donc de présenter le néolibéralisme, puisqu'il est censé être un système pragmatique, rationnel, technique, expert. Et bien donc à ce titre, on peut pas faire autre chose, il n'y a pas d'alternative, on peut pas faire autre chose puisque c'est un choix pragmatique. Mais ouais. Voilà, Ouais, donc ouais, c'est du coup une idéologie qui est quand même très très dépolitisante, quoi. ouais, elle est ouf. Ce qui nous laisse pas d'autre choix, parce qu'on a l'impression du coup d'être 100% libre, parce qu'on veut nous faire croire ça, et parce que du coup forcément on remet pas en question les systèmes si on passe son temps à se remettre en question soi-même, et donc bah forcément là on garde des choses telles qu'elles sont, et nous, le petit peuple, forcément c'est pas nous qui profitons de tout ça. Oui. Comment est-ce que on peut faire la part des choses dans quand on cherche justement la responsabilité, la faute entre guillemets. Par exemple là, moi je suis freelance, je galère à me dégager 1500, 2000 € par mois, et j'ai l'impression qu'il y en a plein d'autres qui arrivent, etc. Comment faire la part des choses justement entre les deux extrêmes? Un extrême qui serait ce qu'on vient de dire là, bon en fait c'est de ma faute, je suis trop con, j'ai pas les outils, de toute façon j'ai pas assez bossé, donc je suis une merde, donc c'est ma faute. Et l'autre extrême qui serait, ouais, mais en fait, c'est parce que je suis pas né dans la bonne famille. Et en plus, là, en ce moment, bah, en fait, là, c'est un peu compliqué. Je me sens pas très bien. Je suis un peu fatigué. Et en plus, là, il fait nuit tôt. Et du coup, bah, là, en fait, c'est limite où ça devient des excuses. Tu vois, si on extrapole. Et c'est un peu comme ça qu'on est caricaturé souvent par les néolibéraux, les droitards, etc. En mode, en fait, on est là tout le temps, les gauchistes, à chercher des excuses en mode, bah, de toute façon, c'est jamais moi, c'est le système, c'est l'État, c'est machin. Donc, comment est-ce qu'on trouve le juste milieu pour faire la part des choses et rester le plus objectif possible? Alors, le juste milieu, je sais pas, moi, c'est pas trop mon objectif, d'un problème de centriste, de chercher le juste milieu. En tout cas, là, le vrai dans l'erreur, parce que si on a une épistémologie moniste, c'est-à-dire qui considère l'indivisibilité du monde et de l'être, je pense que peut-être il y a peut-être des pros de l'accompagnement dans ton audience, qui sont peut-être des pros de l'accompagnement dit de l'holistique, tu vois. Donc, a priori, s'ils sont cohérents, ils ont donc des épistémologies monistes, a priori. Ça, tu considères que l'être est indivisible et que le monde est indivisible. Bon, moi, c'est mon épistémologie de base. Je considère que le monde est indivisible. Si je considère que le monde est indivisible, ça veut dire qu'il ne peut pas être contradictoire avec lui-même, par définition. Donc, s'il ne peut pas être contradictoire avec lui-même, ça veut dire que quand il y a une contradiction, il y a un endroit de dépassement de cette contradiction.
Ça, c'est le premier point qu'il faut que je pose pour que le truc soit clair. Et donc, à ce titre, le droitard de service qui te dit mais vous, les gauchistes, c'est toujours la faute des structures, c'est toujours la faute des systèmes, jamais votre faute. Il pose là une contradiction, et donc à ce titre, il n'a pas faux. Puisque la contradiction, elle n'exclut rien. Donc effectivement, c'est son vrai dans l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, quand il porte atteinte à la pensée dite structuraliste, c'est-à-dire de ne voir que les structures et des individus complètement passifs, complètement immobiles, complètement impuissants face aux structures, moi je pense que là c'est le point où ils ont raison. Après, je suis pas d'accord avec leur vision politique, mais effectivement, le total individualisme, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je vois le côté systémique, structurel, gna, gna, gna. Je ne suis pas d'accord, je ne suis plus d'accord, parce que j'ai été structuraliste longtemps, avec cette pensée structuraliste qui effectivement ne permet pas de penser la question de l'agentivité des individus. Moi, ma réponse à ça, c'est mon épistémologie matérialiste dialectique qui considère que de l'individu à la structure, il y a une dialectique, donc il y a un mouvement. L'individu les individus plutôt se regroupent, se réunissent, créent des structures, modifient des structures qui du coup, en se modifiant, modifient les individus qui du coup réagissent à ces modifications, rechangent les structures. Voilà, c'est le mouvement dialectique entre les individus et les structures. Donc après, comme la question de base qui était la tienne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la distinction entre les deux, ben, c'est qu'il n'y a pas de distinction, c'est que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est et l'agentivité individuelle, sauf que cette agentivité individuelle, elle vient des structures. C'est que Ouais. nécessairement, tu n'as pas la même agentivité si tu es né dans une famille bourgeoise avec beaucoup, beaucoup de capitaux que si tu n'as pas vécu là-dedans. Nécessairement, tu as eu plus d'opportunités et tu as eu plus de choix. Comme ils disent tout le temps. Tu as Ouais. plus de ressources. Ce n'est pas la même chose si tu es homme ou si tu es femme. Mais évidemment, si tu es homme, tu as plus de ressources, ou tout du moins, tu as moins d'obstacles, en tout cas. Si tu es blanc, tu as moins d'obstacles. Si tu es valide, tu as moins d'obstacles. Bon, bla bla bla, tu connais la chanson. Donc, du coup, c'est que c'est les deux en même temps. C'est que il y a une agentivité individuelle. Maintenant, cette agentivité individuelle, elle dépend des structures dans lesquelles tu es placé, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources, mais on a tous de l'agentivité. Cette agentivité, du coup, elle peut essayer de trouver ces espaces de dépassement au milieu des structures dans lesquelles tu te retrouves. Et les structures, en échange, te répondent. Et à mon sens, ne te permettent pas tout, effectivement. Enfin, de toute façon, moi, je suis pas libérale, hein, donc c'est pas moi qui vais vous dire, vous avez la liberté absolue de faire absolument ce que vous voulez. Non, vous êtes ancré dans la matière, et donc à ce titre, il y a des endroits où la matière est limitante, effectivement. Et l'exemple d'un des sujets que moi je traite le plus souvent, c'est tu peux être le plus anticapitaliste que tu veux, tu es dans un système capitaliste, donc en fait, à un moment donné, tu vas te débrouiller au milieu de ta structure capitaliste parce que de toute façon, va bien falloir tirer ton épingle du jeu à un moment donné, tu vas pas te laisser crever sur le côté, tu vois, T'es de toute écolo et façon. t'as un iPhone et t'es anticapitaliste, pourtant tu t'habilles, tu mets des vêtements. Genre, Oui, voilà, bon, mais parce que moi, mon épistémologie de base, c'est que si la contradiction se pointe, c'est qu'il faut qu'on trouve l'endroit du dépassement. Le monde, il n'est pas contradictoire avec lui-même, en fait. Si tu es écolo et que tu as un iPhone, mais parce que la contradiction, elle n'est pas là. La contradiction, c'est le mode de production, en fait. ouais. Ouais, c'est des super sujets que moi je connais un peu, notamment grâce à toi et à d'autres personnes comme ça qui en parlent très bien, mieux que moi d'ailleurs. Mais pour plein de gens, je pense que là, pour plein de freelances qui écoutent le podcast, c'est un peu du chinois. Je me mets un peu à leur place, tu vois, pour là, les trois quarts des mots qu'on a utilisés, tu vois, que tu as utilisés, je pense qu'ils sont pas forcément hyper clairs. Là, quelqu'un qui vraiment n'a aucune notion de tous ces sujets-là. Tu vois, quelqu'un qui est juste, qui est freelance, qui fait sa vie de freelance, qui voilà, qui fait sa life, quoi, qui est pas du tout politisé, pas du tout conscient des sujets sociétaux comme ça, de systémique, ni quoi que ce soit. Ce serait quoi pour toi la première étape pour justement sortir de cette culpabilisation, remettre un peu en question le système et se dire, ok, en fait, je suis qu'un petit rouage dans un système, tout ne dépend pas de moi, machin. Par quoi il peut commencer vraiment factuellement là demain pour comme première action. Bah, j'imagine que ça serait surtout d'aller chercher du contenu dans ce sens-là, tu vois, que ce soit des podcasts, des conférences, des livres, des auteurs, des autrices, des comptes Instagram. Enfin, je veux dire, bon, maintenant, du contenu, il y en a de partout. Mais en fait, démarrer de la contradiction, c'est-à-dire vous êtes indépendant, indépendante, on vous a expliqué en long, en large, en travers qu'en fait, si tu fais ci, si tu fais ça, tu vas te faire 10 000 € par seconde en tournant 3 fois sur toi-même les soirs de planning, je sais pas quoi, là, avec ton mindset de riche et compagnie. Bon, vous avez mis tout ça en place. Et ça ne marche pas. Ah, bon, contradiction, du coup. Sauf que ça peut pas être contradictoire avec soi-même, blablabla.
Donc, ça veut dire qu'il y a une autre euh, piste explicative, si je pourrais dire ça comme ça, à cette contradiction-là. Et là, la vérité, c'est que peut-être que effectivement vous n'avez pas assez bien travaillé votre page de vente, ou que votre communication elle est pourrie, ou que votre logo c'est de la merde, ou j'en sais rien. Pourquoi pas? Bon, ça, moi j'en sais rien, je suis pas coach business. Probablement, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Pour autant, on voit quand même que structurellement, des gens excessivement talentueux qui réussissent pas, et il y en a plein. Et des gens complètement médiocres qui réussissent, faudrait discuter ce qu'est la réussite, mais on va pas s'attaquer à ça maintenant, bah il y en a plein aussi. Contradiction. Bah contradiction, c'est que souvent, la personne qui réussit alors que ostensiblement le travail est assez médiocre, c'est aussi des gens qui sont là par inertie du social. C'est-à-dire qu'ils sont aussi poussés par d'autres forces, parce que peut-être qu'ils sont nés dans une famille qui avait un très gros réseau, ou peut-être qu'ils sont nés dans une famille qui n'avait pas nécessairement du réseau, mais qui avait des moyens et qu'ils ont pu faire des écoles, par exemple, qui, elles, ont conféré du réseau. Je parle de la question du réseau, puisque dans l'entrepreneuriat, on sait que c'est un des facteurs Ouais, les plus clairement. prédictifs de la réussite, entre guillemets, entrepreneuriale. Ouais, de ouf. Ça me fait penser à un truc, je sais pas si tu voulais continuer, ou si je peux t'interrompre. Non, non, vas-y. Euh, Quand je débat avec des personnes du coup qui sont pas du tout de ce milieu-là, de ce bord-là, qui sont pas conscientes de ces questions-là, très souvent on vient justement me poser cet argument de bah oui mais moi je connais machin, il est parti de rien, en fait il a réussi, donc en fait tout ce que tu dis ça ne vaut rien. Et du coup je suis en mode oui non mais tu comprends bien que tout ça c'est du cherry picking, tu peux pas prendre un exemple comme ça parce que justement une exception Hmm. prouve une règle. C'est pas, ça invalide pas la règle. Et oui, mais je t'en connais un autre, attention. Et puis j'ai vu un mec sur LinkedIn, c'est un jeune de 18 ans, et là il a fait 1 million de CA l'année dernière. Tu vas pas me dire que c'est pas vrai. Et en fait, t'as beau leur expliquer que tu peux pas prendre un exemple pour invalider une généralité, c'est compliqué. Comment tu fais toi face à ça quand bah, l'argument factuel il suffit pas? Des fois, j'avoue, je sèche un peu. Je suis en mode, bah oui, non, mais tu peux m'en citer 15, ça vaudra rien par rapport aux 3 millions à côté. Mais je sais pas, des fois ça suffit pas. Ils sont en mode, bah oui, mais j'en connais un autre. Et puis même que mon arrière-grand-père, bah, il a monté sa boîte tout seul, hein. Hmm. Comment on fait? Force à lui, c'est pas le sujet. Oui, bah, encore une fois, il faut repartir de ces. À chaque fois, je casse les pieds avec ça, mais de repartir avec ces questions épistémologiques. Moi, mon épistémologie, elle me dit les individus font des choix rationnels à partir de leur position. Et Ouais. donc, effectivement, euh, l'individu fictif que tu as en face de toi qui dit ça, en fait, il est rationnel par rapport à Oui. là où il est et par rapport à là où il regarde, tu vois. Et ouais. Et que nécessairement, surtout si toute la journée on lui explique qu'en fait, il peut devenir Xavier Niel s'il fait petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, qui en plus sont des actions faisables, c'est-à-dire scaler sa boîte, refaire sa page de vente, travailler son personal branding, tu vois, ce genre de conseils-là, c'est-à-dire qui sont possiblement actionnables pour le travailleur indépendant ou la travailleuse indépendante qui ou elle est, se dit, bah super, je vais faire ça, et puis je vais avancer petit à petit vers mon objectif. J'ai pris Xavier Niel, mais ça pourrait être n'importe quel autre entrepreneur ou entrepreneuse qui l'inspire ou qui lui sert de modèle. Bon. Sauf que tu vois bien euh, Jean-Michel.jpeg là, Jean-Michel fictif qui est en face de moi. Du coup, moi je veux bien, ok, partons de ce postulat. Donc tu fais petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, et donc tu deviens Xavier Niel pour faire un vulgaire raccourci. Bon, à ce moment-là, comment tu m'expliques que il y en a qui n'y arrivent pas? Bon, alors là, probablement, il va dire, ah ben ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, parce qu'ils n'ont pas pris assez de risques, Ah, parce que blablabla. Bon, ok, très bien. Mais alors du coup, toi, c'est ton cas? Parce que t'es pas Xavier Niel, là, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est quoi? Tu travailles pas assez, tu prends pas assez de risques? Alors après, tu as deux options. Soit il te dit, bah oui, effectivement, je travaille pas assez. Bon, d'accord. Donc donc, tu es en train de reconnaître que il du est coup, la cohérent. méritocratie, Il y a une cohérence indéniable. voilà. Bon, bah alors du coup, ça m'étonne que tu défendes un système méritocratique, tu vois, parce que si Ouais. toi, tu défends le fait qu'en fait, on a le droit à l'oisiveté, moi, je suis pas en désaccord, hein, mais par contre, c'est toi qui es en désaccord avec le système que tu promeus, par contre, hein, mais bon. Mhm. Soit il va te dire, oh ben non, mais moi, c'est pas pareil, parce que moi, je travaille beaucoup. Ah. Et Justement. alors, du coup, pourquoi n'es-tu toujours pas Xavier Niel, vous voyez? Tu Ouais. vois. En fait, c'est plutôt l'idée d'amener de contradiction en contradiction. Et petit à petit, ça va permettre de faire émerger le fait que tu vois bien que cette question que tout est individuel, mais à ce moment-là, Jean-Michel, peut-être que tu es écolo, mais alors si tout est une affaire individuelle, pourquoi tes éco-gestes y suffisent pas?
pourquoi on s'est pas débarrassé encore de ces criminels climatiques avec les éco-gestes? Bah oui, parce que la réponse, elle est jamais 100% individuelle. Par contre, elle peut pas être structurelle. Effectivement, ce sont les individus qui sont Ouais. moteurs de la transformation. Ce sont les individus qui feront changer les structures, etc. Sauf que du coup, tu vois bien que c'est pas toi à ton échelle individuelle, tu vois ce que je veux dire. Surtout là, 2024, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 60 000 ou 66 000. Allez, disons 60 000 fermetures d'entreprises. Hmm. Du coup, quoi, ça veut dire que là, il y a 60 000 patrons, patronnes qui travaillent pas assez. Ils sont nuls. Bouh, ils ont pas le mindset, en fait. C'est pour ça. Bah voilà, tu t'as envie de dire, vous voyez bien que ça tient pas la route, votre affaire. Là, vous pouvez pas m'expliquer qu'en fait, les 60 000 qui viennent de foutre la clé sous la porte, c'est juste parce qu'en fait, ils ont pas le bon mindset et qu'ils ont pas assez travaillé ou je ne sais Ouais. quoi. Je veux dire, surtout quand, par exemple, dans la clique, tu as des restaurateurs, restauratrices. Enfin, ces gens travaillent 70 heures par semaine. Tu vas pas Ouais. m'expliquer, il faut qu'ils en fassent quoi, le double? Enfin, ça n'a pas de sens, Ça va tu être vois. chaud. Ouais, c'est chaud. Mais j'avoue, je te pose la question alors que c'est moi, au final, qui déballe plus avec les relous sur LinkedIn. Voilà, je sais que toi, c'est un peu moins ton truc. Mais ouais, Moi, j'aime du bien coup, faire le toujours. débat à table, tu Ouais. vois. Ouais, j'avoue que ceux-là, c'est un peu chaud. Ouais. Je Mais m'entraîne. moi, j'aime bien poser des questions. L'autre jour, je débat Ouais. et on me dit, bon, ça n'avait rien à voir, hein, c'était sur le sujet des violences éducatives. On me dit, oui, mais enfin, quand même, faut pas être extrémiste, évidemment, faut pas coller des claques tout le temps parce que c'est violent. Bon, Ouais. voilà, ça reste un outil éducatif. Pfff. Bon. Une petite de Et temps là, en tu vois, temps. Ça a jamais tué personne, hein. ah oui, voilà, non, écoute, qu'est-ce que je dis. Bon. Et là, moi, il me semble que le plus utile, parce que sinon, tu vas rentrer dans un débat moral à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est méchant. Du coup, Hmm. je demande, je dis, ok, moi, pourquoi pas, admettons, tu vois. Je sais pas, moi, je suis pas pro de l'éducation. Du coup, c'est combien de claques? C'est combien de claques l'outil éducatif et c'est combien de claques la violence? Non, mais parce que ça m'intéresse, tu vois. Ouais. Parce que c'est deux claques, mais attends, parce que c'est deux claques. Clac, clac, genre aller-retour, ou c'est une claque maintenant et une dans sa vie? Non, non, mais c'est précis comme question, tu vois. Et ouais. Et tu vois, en posant ces questions, ils se retrouvent eux-mêmes dans la situation de j'ai un peu du mal à l'argumenter. Ben oui, t'as du mal à l'argumenter parce que cet argument est nul. Ouais, j'adore. Faut que je m'entraîne, faut que j'utilise celle-là. Elle m'a l'air pas mal. Mais du coup, faut travailler combien d'heures exactement par jour pour devenir Xavier Niel? J'ai pas compris. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais parce qu'en fait, là, tu vois, en fait, ce que tu fais là, c'est du retour à l'épistémologie. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce truc-là, ça démarre sur des épistémologies souvent positivistes, c'est-à-dire que le réel est quantifiable, le réel est mesurable. Hmm. Très bien. Eh bien, du coup, si le réel est mesurable, effectivement, explique-moi, c'est combien d'heures? Ah non, mais tu sais, ça se quantifie pas, ça, c'est du feeling. Ah, d'accord. Alors, ça, du coup, maintenant, c'est la magie. D'accord. Donc, il y a 2 minutes, fallait tout mesurer, fallait tout quantifier, puis là, finalement, maintenant, c'est magique. Attends, l'autre jour, il y a une Aïe, nana aïe, aïe. présidente d'une association du patronat, je sais pas quoi, qui dit sur le plateau, je crois que c'était BFM TV, mais peu importe, qui dit, mais enfin, vous voyez bien que pour que l'économie fonctionne, l'économie a besoin d'air. Mhm. Quoi? De, C'est-à-dire, de, de, de quel air tu parles? C'est de l'air économique, du coup, j'imagine. Hein, tu pourrais m'expliquer ce que c'est que de l'air? Tu de vois. l'air, oui. Alors, évidemment, je suis de mauvaise foi, je comprends bien ce qu'elle veut dire. Elle veut dire flexibilité, adaptabilité, machin. Mais déjà, dis ça, dis un truc concret, enfin, quoi que concret encore, c'est... Bon, bref. De toute façon, et justement, tu vois, là, pour le débat, je pense que c'est plus intéressant de pointer le truc de d'accord, l'économie a besoin Mhm. d'air. Ok, ok, ok. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est de l'air économique, s'il te plaît, ça m'arrangerait Ouais, beaucoup. ouais, j'aime bien. Surtout que moi qui suis très pragmatique, concret, machin, aller chercher sur le terrain comme ça bah du coup, vas-y, matériellement, combien, Ouais. qui, pourquoi, comment, ça peut être pas mal. Des très bons outils pour débattre. Ok, on a parlé de plusieurs illusions, l'illusion du choix, l'illusion de la liberté. La dernière, tu l'as mentionné tout à l'heure, la méritocratie. Ça aussi, c'est bien ancré. Euh, Comment on fait justement pour trouver le bon, alors pas le juste milieu, je vais pas te la refaire, mais trouver la bonne quantité de travail justement, parce qu'au final, on est beaucoup à vouloir justement se mettre en indépendant pour pouvoir travailler à notre rythme, se mettre un peu plus à l'aise, plus en retrait que d'autres, pouvoir avoir du temps pour soi, pour sa famille, pour ses engagements, etc. Et en même temps, on nous dit que bah, un indépendant, une indépendante doit travailler 40-50 heures semaine minimum, etc. Donc, ce qui va invalider le premier constat. Euh, mais du coup, à ton avis, aujourd'hui, de ce que tu peux voir parmi les personnes que tu accompagnes, c'est quoi le bon volume, la bonne quantité de travail, à ton avis, pour réussir? Quand je dis réussir, c'est vraiment vivre de son activité. Moi, quand je dis qu'on peut facilement vivre de son activité au bout de quelques mois, et quand on est vraiment bien rodé, en travaillant 20-25 heures par semaine, il y en a beaucoup qui me regardent bizarrement, qui me disent non, mais jamais de la vie, etc. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui me disent bah, moi, j'ai jamais travaillé
plus de 25-30 heures, je pourrais jamais travailler plus que ça. Donc, je sais pas, moi, j'observe aussi ça chez mes clients et je voulais savoir ce que toi t'en pensais. Que je comprenne bien la question. Combien de temps il faut bosser pour se mettre bien en indé? Ça dépend de la valeur d'échange de votre temps. C'est une bonne réponse. C'est pour ça que je disais, ça dépend de la question. C'est-à-dire que si la question c'est qu'est-ce que j'observe chez les gens, c'est une chose. Si la question c'est dans l'absolu, il faut bosser combien de temps, je pense que c'est pas ça la question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est que si par indépendant on entend prestataire de service, parce que je crois que Ouais. c'est plutôt Oui, de, oui, c'est freelance. voilà, de ces Yes. profils-là dont on parle, alors à ce compte-là, effectivement, souvent vous vendez votre temps. Bon. Et donc là, ça dépend de la valeur d'échange de votre temps, parce que si la valeur d'échange de votre temps c'est 25 euros, bah c'est pas la même chose que si ça en est 250, vous voyez. Donc en fait, là pour le coup, c'est les questions de valeur d'usage, on va dire d'utilité de votre offre, quoi, de votre service, la valeur d'échange de ce service, le prix, qui n'est pas tout à fait la même chose, sur le marché. On va dire la valeur d'échange, c'est du côté de la production, le prix, c'est du côté de la distribution, du côté du marché, quoi. Le prix que vaut votre service, quoi. Combien de gens, du coup, sont prêts à Mm. payer ce prix par jour, semaine, mois, selon comment est-ce que vous facturez? Et voilà, parce qu'en fait, si ta valeur d'usage, elle est pétée, c'est-à-dire que ton truc n'est pas très utile, Mm. et que du coup, bon, soit personne n'en veut. Bon, bah, si personne n'en veut, chez nous, marxistes, ça veut dire que ça n'a pas de valeur, au sens que ça ne réalise pas la valeur, par définition. Et ouais. Bon, disons, il y a peu de gens qui en veulent, admettons. Et donc, du coup, pour que ça se mette à intéresser les gens, bah, tu es obligé de baisser ton prix à 25 euros de l'heure. Bah, il faudra faire beaucoup d'heures, parce qu'à 25 euros de l'heure, moins l'URSSAF, moins la TVA, moins pour arriver à vous faire un revenu décent, probablement, il va falloir faire beaucoup d'heures. Après, si vous êtes sur un marché où vous facturez 300 balles de l'heure, possiblement, vous avez besoin de moins d'heures, quoi. Ce calcul-là, je pense qu'il était assez, assez clair, mais merci pour d'avoir précisé. La traduction marxiste de la chose, c'est ça dépend de la valeur d'échange Oui, que tu arrives à obtenir pour couvrir ton travail nécessaire. Le travail nécessaire, c'est le travail qui est indispensable, qui est obligatoire. Et après, vous avez du surtravail, ouais. c'est-à-dire le travail au-delà du travail nécessaire qui, lui, vous permet de réinvestir, d'économiser, etc. Ok, ouais, donc on en revient à, à un aspect plutôt mathématique et froid du truc. Après, il y a aussi l'aspect pour développer son activité, tu vois, c'est-à-dire aller chercher des clients, développer son personal branding, se former, etc. Ce qui vient en plus aller à côté. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même l'impression que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 3, 5, 10 ans de réussir, entre guillemets, à bien vivre de son Ça activité. peut être que plus compliqué, déjà parce que vous avez une crise de mode de production, aussi parce que vous avez Ouais, une baisse tendancielle du taux de profit. Ça, c'est un gros mot pour dire que le taux de profit moyen, il ne fait que baisser, que baisser, que baisser, que baisser. ouais, S'il y en a parmi vous qui sont coach ou qui l'ont été, je pense que les consultants aussi, peut-être, je sais pas, je vais plutôt parler du coaching parce que je le connais mieux. Si vous êtes arrivé sur le marché du coaching en 2017, 2018, 2019, là, où c'était vraiment le gros boom du coaching, vous avez peut-être vendu à des prix très importants, plus ou moins importants, à plus ou moins de personnes, etc. Et depuis, on voit que ça ne fait que baisser, que baisser, que baisser, que baisser. ouais, Ben oui, parce que déjà, vous êtes sur un marché qui est beaucoup plus saturé. Donc, nécessairement, vous arriviez sur un marché où vous avez beaucoup de demandes, très peu d'offres. Donc, vous pouvez vendre assez cher à beaucoup de gens, même vendre des trucs plutôt pourris, avec une médiocrité certaine, parce qu'en fait, comme vous avez peu d'offres pour beaucoup de demandes, c'est possible. ouais, de ouf. Sauf qu'avec le temps, il y a de plus en plus d'offres, il y a peut-être un peu moins de demandes, mais bon, quoi qu'il en soit, ça se rééquilibre. Donc, ceux qui vendaient des trucs médiocres, bah, au bout d'un moment, ceux qui sont en demande, ils sont en mode non, mais attends, maintenant je connais un peu le marché, donc tu vas pas me la faire. Je vois Il bien va que ton la truc, faire. c'est bullshit, quoi, tu vois. Et puis il y a beaucoup plus d'offres, donc du coup, bah, ça attire les prix vers le bas. Enfin voilà, donc après, la question économique, si on veut se la poser sérieusement pour les travailleurs indépendants, parce que vous êtes dans une position singulière dans le mode de production capitaliste, d'être un peu des deux côtés, Ouais, ou ouais. en tout cas, ça dépend les travailleurs indépendants, mais on va peut-être pas faire tout le détail maintenant. Mais du coup, vous, la question que vous devez poser, c'est soit vous vendez, c'est-à-dire le prix est au-dessus de la valeur, et du coup, vous faites beaucoup de bénéfices. Par contre, attention, parce que vous aurez une baisse du taux de profit, donc vous allez vous faire rattraper, mais bon, vous avez un peu de marge. Soit vous vendez, le prix reflète la valeur, quoi, vous êtes au même niveau. Donc là, ok, vous êtes dans les prix du marché, comme dirait un libéral, quoi. Mais comme il y a une baisse du taux de profit, attention, parce que vous allez vous faire rattraper. Et si par malheur, le prix est en dessous de la valeur, bon, bah là, vous allez faire faillite, hein. Il n'y a pas besoin de faire 15 ans de marxisme pour faire ce calcul-là, quoi. Et donc, du coup,
Là, ce qui se passe, c'est que le taux de profit est très très bas en ce moment dans le mode de production. C'est Hmm. pour ça qu'il y a une crise du mode de production. Comme le taux de profit est bas, à part quelques secteurs, peut-être l'intelligence artificielle, la tech, etc., je connais moins bien ces secteurs, mais qui ont peut-être des taux de profit Ouais. plus importants, mais dans nos secteurs à nous, deux en tout cas, pour tes touristes, je sais pas, mais le taux de profit est assez bas. Et donc, quand le taux de profit est bas, ben, il va falloir faire remonter le taux de profit. Bah, pour faire remonter le taux de profit, t'as pas 46 options, hein. Soit il faut que tu exploites plus. Donc, si t'es tout seul, bah, c'est pour ta pomme, On nécessairement. s'auto-exploite, quoi. Ouais. Voilà. Soit il faut que tu travailles plus en nombre d'heures. Soit il faut que tu reproduises ta force de travail plus vite pour que tu sois capable d'enchaîner de plus en plus d'heures. Et c'est là, par exemple, que les hommes vont être avantagés, puisque la plupart du temps, ils font assurer la reproduction de leur force de travail aux femmes. Donc du coup, eux, ça leur permet de réduire la reproduction du temps de travail. Et c'est comme ça que vous voyez que les travailleuses, d'une manière générale, mais là, travailleuses indépendantes, à la seconde où elles deviennent maman, Ouais. ben oui, parce que en fait, ton temps de travail nécessaire, il est énorme. Hmm. Il double, il triple. Ton temps de surtravail, il diminue. Et maintenant, il faut que tu assures ta reproduction de la force de travail, celle de ton conjoint mari, celle de ton gosse, ou de plusieurs gosses, celle du Ouais. chien. Bon, bah, voilà, à la fin, t'as plus le temps, hein, c'est sûr, hein. Et comme ton taux de profit fait que baisser, à un moment donné, t'es dans un goulot d'étranglement, tu t'es coincé, quoi. Ouais, c'est chaud, mais c'est bien justement d'avoir ces infos-là. Je pense que ça peut rassurer. C'est aussi le but de cet épisode-là, de me Tant que donner tu sais pas, justement. t'as pas le choix. Tant que quoi, pardon? Tant que tu sais pas, t'as pas le choix. Ouais, Si non, tu c'est sais clair. pas comment ça marche, tu peux pas te préparer, tu peux pas anticiper. Ouais, c'est clair. C'est clair, je suis d'accord. Et je pense que moi, ça m'aide, tu vois, de savoir. Bon, ça va, j'ai pas à me plaindre, hein, genre, à bien vivre de mon activité et tout. Mais forcément, tu te compares, etc. Et j'ai des clients aussi, des freaks que j'accompagne, qui se posent la question, qui se disent, mais c'est pas possible, vraiment, j'arrive pas, je comprends pas, pourquoi je gagne que 2000, que 3000, que ça, pourquoi je bosse beaucoup, machin. Et je leur explique justement que c'est pas que de leur faute, machin, on reboucle un peu sur le sujet initial, euh, et que justement, bah, le contexte, le marché, la crise, le machin, les systèmes, etc. Bien sûr. Parce que c'est important et qu'on en parle très peu et que même si ça commence à se faire de plus en plus, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail justement là-dessus pour, Non, mais notre pays, pour faire ça. la France, quand même, septième puissance économique mondiale, quand même, on est revenu à l'état de pauvreté des années 70. Ouais, C'est consternant, quoi, tu vois. Et après, par-dessus, t'as que des discours de dire, oui, mais c'est toi, il faut que toi tu bosses plus, faut que tu t'organises mieux. Alors là, les trucs d'organisation, productivité, alors là, moi je deviens ouf, là, mais bon, bref. Non, mais genre vraiment, genre, tu sais, t'as une crise mondiale du mode ouais. de production. Tous les grands pays sont à ça de rentrer en guerre pour gérer, enfin, gérer. C'est problématique. Et eux, ils sont là, genre, non, mais en fait, il faut que tu fasses la méthode Pomodoro. Non, alors, Ouais. non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Après, au demeurant, peut-être que la méthode est super, j'en sais rien, je suis pas À coach la en marge, ouais. organisation, tu vois. Ça dépend à quel problème tu veux répondre. Et donc, du coup, moi, c'est ça aussi qui me fait mal au cœur, tu vois, dans ces personnes qui vont se culpabiliser à outrance, enfin, qu'on fait culpabiliser à outrance, comme avec l'éco-anxiété, tu vois, genre, non, non, Ouais, on n'a pas du tout un problème de réchauffement climatique, c'est toi qui es éco-anxieux. Oui, c'est ça, bien sûr. Il faut arrêter de prendre les gens pour des navets quand même à un moment donné, tu vois. Et donc, du coup, qui sont dans des situations de surculpabilisation, alors que t'as envie de dire, mais tu l'as sous le nez, tu vois bien, c'est la faute à ouais. Macron. Voilà, très belle conclusion. Mais Pas que, pas que, ok. pas que. Mais ouais, bon bah merci en tout cas pour tous ces insights, hein, voilà, ces key learnings, comme on dit. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'ITTI? Je sais que tu es plus impliqué que moi là-dedans, c'est un peu plus ton bébé que le mien, donc je vais bien te laisser dire un mot en une minute pour expliquer ce que c'est aux personnes qui ne connaissent pas encore et comment ça pourrait les aider, comment elles peuvent rejoindre, etc. Oui, en une minute. Alors, l'ITTI, c'est l'Institut des travailleuses et travailleurs indépendants, que j'ai cofondé avec mon cher mari, mais que maintenant on est beaucoup plein d'autres militants et militantes dans cet institut. Pour nous retrouver, le plus simple, c'est d'aller sur le site itti-institut.fr. Vous avez du matériel militant gratuit dessus, vous avez des articles gratuits dessus. Là, on sort de notre premier événement qu'on a organisé ce week-end. Donc c'était le week-end du 5-6 décembre, là, selon quand vous écoutez l'épisode. Mhm. Voilà, qui était le rendez-vous des Indés engagés, où on a fait 3 jours de conférences. L'objectif de cet institut, c'est de créer une conscience de classe chez les travailleurs indépendants et travailleuses indépendantes, conscience de classe de rupture, bien entendu. Je dis bien entendu parce que je pense que vous avez compris à mon positionnement que j'étais pas tout à fait la libérale de service. Et donc effectivement, on a un socle idéologique commun de justice sociale, d'émancipation, de critique du capitalisme sur une ligne antilibérale en tout cas. Après, selon les militants, ça va de la critique libérale aux communistes anticapitalistes. Après,
Il y a des gammes de rouge. On va le dire. C'est à nuancier. C'est à nuancier. Il y a un peu de tout. Et voilà. Bah parfait. Et voilà, aller voir. Justement, on parlait tout à l'heure de comment commencer à s'intéresser à ces sujets-là. Je pense Mm. qu'aller voir ce qui a déjà été publié, même si pour l'instant c'est le début, ça peut être pas mal. Aller voir les vidéos, les replays de l'event, etc. quand ce sera en ligne. Aller suivre aussi ce que tu fais toi hein, sur Insta, bien dans ta boîte, etc. Je pense que ça peut être pas mal. On peut aussi citer les camarades Thomas Burbidge, Clémentine Tourès. Euh, Il y a les streams qu'on fait avec Thomas aussi, où on ouais. réacte souvent des entrepreneurs, donc ça peut être l'occasion de voir un petit peu pourquoi on n'est pas d'accord avec eux, tout ça. Yes. Très bien. Bon, en tout cas, on vous laisse aller explorer tout ça. On reste à dispo si vous avez des questions, des interrogations, juste envie de découvrir tout ça avec Laura. Vous pouvez la contacter, elle sera très contente de vous parler et potentiellement même de vous aider et de vous vendre des trucs, parce qu'on est tous là pour vendre des trucs. Non, pas que. Voilà. Est-ce que tu veux faire un peu d'autopromo là-dessus ou est-ce que ça suffit? Bah écoutez, on peut se retrouver, hein, de toute façon bien dans ta boîte, c'est pas compliqué, le site c'est bien dans ta boîte.fr, le podcast c'est bien dans ta boîte, le compte Instagram c'est bien dans ta boîte, la chaîne YouTube c'est bien dans ta boîte, enfin bon, Bien dans ta boîte, quoi. c'est pas très difficile. Et puis après, effectivement, si vous êtes pro de l'accompagnement, que vous êtes intéressé aux formations, vous aurez de quoi découvrir sur le site. Parfait. Merci beaucoup, Laura. À très Merci vite. Brice. Merci à toutes et tous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews. Bye. Bye bye.